En ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate, par définition, c'est une prolifération bénigne des fibres musculaires et du tissu de la glande prostatique sous l'effet des androgènes. C'est une évolution normale de la prostate. Tous les hommes, à partir de 40 ans, 45 ans, voient leur prostate augmenter de volume. Et lorsqu'elle augmente de volume, elle comprime la vessie et l'urètre, ce qui donne une symptomatologie urinaire, malgré que la prostate est une glande génitale qui sécrète le liquide prostatique qui joue un rôle important et qui est nécessaire pour la fécondation, donc indispensable pour la reproduction. La symptomatologie urinaire qu'on voit dans l'adénome de prostate se divise en deux volets, en signes irritatifs et les signes obstructifs. C'est une maladie très fréquente. 50% des hommes à partir de 60 ans souffrent de symptômes urinaires à cause de l'adénome de prostate, et à partir de l'âge de 75 ans, ce chiffre augmente à 75% des hommes. Lorsque la prostate augmente de volume, il comprime la vessie et il comprime l'urètre. Lorsqu'il comprime ces deux organes de l'appareil urinaire, il donne des signes urinaires. Il donne des signes irritatifs et des signes obstructifs. Les signes irritatifs, c'est la pollakiurie. La pollakiurie, c'est l'augmentation anormale de la fréquence d'émission. Le besoin impérieux, c'est le besoin urgent. L'homme doit se lever et courir vers les toilettes pour uriner, et s'il n'y arrive pas, une fuite urinaire involontaire se fait. C'est ce qu'on appelle l'incontinence urinaire d'urgence. Il y a aussi une sensation de ne pas vider la vessie, c'est-à-dire que l'homme, il fait ses urines, mais malgré ça, il a toujours le sentiment qu'il n'a pas vidé la vessie et qu'il doit refaire la miction. Les signes obstructifs, il y a une difficulté à démarrer la miction. Normalement, la miction en tout et pour tout ne doit pas dépasser 1 minute, alors que l'homme atteint de l'adénome de prostate, pour démarrer sa miction, il doit attendre 2, 3, 5 jusqu'à 10 minutes pour démarrer sa miction. Et lorsqu'il la démarre, il est désiré. C'est-à-dire que le jet urinaire est faible, discontinu, dispersé, et il se termine par goutte à goutte. Parfois, après la fin de la miction, il y a des gouttes retardataires qui mouillent le pantalon de l'homme atteint de l'adénome de prostate. Autre signe que les signes irritatifs et les signes obstructifs, ce sont les infections urinaires répétées et le dysfonctionnement érectile qui est en rapport avec l'inconfort urinaire. Ces signes, lorsqu'ils sont pris les uns indépendants des autres, ils ont l'air d'être banaux, ils ont l'air d'être banals. Mais en fait, ils retentissent sur la vie quotidienne des malades qui doivent réduire leur déplacement dans la vie. L'homme ne va plus au café pour rencontrer ses amis, il ne fait plus les longs voyages par voiture ou sur les bus, il ne va plus à la mosquée lors du mois de Ramadan pour faire salat tarawih. Pourquoi? Parce qu'il sait
toutes les heures, il doit trouver un lieu où il puisse uriner, et ceci le pousse à réduire ses déplacements. En plus de la réduction des déplacements, il y a un autre retentissement, c'est la pollakiurie nocturne. La pollakiurie nocturne, il donne l'insomnie car l'homme est obligé de se lever 3, 4 jusqu'à 10 fois pour aller uriner, ce qui donne une insomnie, et l'insomnie avec la comorbidité que vivent ces hommes-là qui sont âgés de plus de 60 ans. La majorité, ils sont diabétiques, ils sont hypertendus, ils sont sous-diurétiques. Donc, ceci entraîne une asthénie chronique. Lorsqu'on reçoit à la consultation un homme âgé de plus de 50 ans qui présente une symptomatologie urinaire, nous devons faire d'abord une évaluation clinique. Une évaluation clinique, c'est-à-dire un examen physique. Un examen physique, d'habitude, on dit que l'examen physique, on doit le faire de la tête aux pieds. Mais ici, le temps le plus important, c'est le toucher rectal, avec lequel on apprécie le volume, la consistance et la présence éventuelle du nodule suspect. Comment évaluer le volume de la prostate par le toucher rectal? On palpe la prostate sous le doigt au toucher rectal et on suit le pourtour de la prostate. Lorsque le pourtour de la prostate est à peu près équivalent à une pièce de monnaie de 1 dirham, on dit que le poids théorique de la prostate, c'est 20 grammes. Lorsqu'on suit le pourtour de la prostate et on palpe sous le doigt un volume qui est presque équivalent à une mandarine, c'est 40 grammes. Lorsqu'il est équivalent à une clémentine, c'est 60 grammes. Et lorsqu'il est équivalent à une orange, c'est plus 80 grammes. Après l'évaluation clinique, on passe à l'échographie, et vous êtes des omnipraticiens, vous pratiquez tous l'échographie, et vous savez mieux que moi que lorsqu'il y a une symptomatologie urinaire, on fait l'échographie pour déterminer 2 éléments, le volume prostatique et la recherche d'un résidu postmictionnel. Le volume prostatique, comment l'apprécier? C'est la hauteur de la prostate fois la largeur fois l'épaisseur divisé par 2, il nous donne le volume en cc ou en grammes de la prostate. Pour le résidu postmictionnel, on demande au malade d'aller uriner et il revient pour refaire l'échographie et on voit s'il a bien vidé sa vessie. Si le résidu postmictionnel est supérieur à 100 cc, on dit qu'il est significatif. S'il est inférieur à 100 cc, ça veut dire qu'il est non significatif. Et s'il est supérieur à 100 cc, ça veut dire qu'on a dépassé la phase du traitement médical, il faut passer à l'acte. Après l'échographie, on passe à la débémétrie. Par la débémétrie, on mesure la force, le volume et la durée de la miction. Et on apprécie un élément très important, c'est le débit maximal. Lorsque le débit maximal est supérieur à 15 ml par seconde, on dit que la miction est normale. En dessous de 12 ml par seconde, on dit qu'on a une dysurie objectivée par la débémétrie. La débémétrie aussi joue un rôle important dans le suivi de l'adénome de prostate traité par embolisation prostatique. Après l'évaluation clinique, l'échographie et la débémétrie, on va passer aux examens biologiques. Et là, on va commencer par le PSA. Le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate. C'est une glycoprotéine enzymatique sécrétée par les cellules épithéliales de la prostate, d'où sa spécificité à la prostate. Il est lié à la prostate, c'est pour cela qu'on l'appelle l'antigène spécifique de la prostate. Normalement,
on ne doit pas demander le PSA seulement chez les hommes qui ont une symptomatique urinaire. Elle doit être demandée chez tout homme âgé de 50 ans, une fois toutes les 2 années. C'est ce qu'on appelle le dépistage précoce de la prostate, du cancer de la prostate. Pourquoi on fait le dépistage précoce? Parce que le cancer de la prostate est une maladie silencieuse. Il ne faut pas attendre les signes cliniques pour faire le diagnostic. Si on fait le diagnostic à un stade précoce, l'espoir de vie à 5 ans peut atteindre 100%. Alors, si il y a déjà des signes cliniques comme l'hématurie ou l'hémospermie et les signes urinaires, le diagnostic est tardif et l'espoir de survie à 5 ans est très faible. Chez nous, au Maroc, malheureusement, on diagnostique plus de 5000 cas de cancer de la prostate par an. La grande majorité sont diagnostiqués à un stade tardif. C'est pour cela que le pronostic du cancer de la prostate dans notre pays n'est pas bon. Donc il faut faire le dépistage précoce. En plus, si le diagnostic du cancer de la prostate est précoce, le malade a le choix d'une autre thérapeutique, c'est le HIFU. Le HIFU, il vient d'une expression anglaise, High Intensity Focused Ultrasound, HIFU, qui se lit en anglais HIFU et qui est maintenant un terme universel. Le HIFU, c'est une technique thérapeutique du cancer de la prostate sans chirurgie, sans complications. Il n'y a pas de dysfonctionnement érectile comme les autres options thérapeutiques. Il n'y a pas d'incontinence urinaire. Après le PSA, on va demander le CBU à la recherche d'une infection urinaire ou d'une hématurie. Les traitements de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a les traitements conventionnels qui sont 2, il y a les traitements médicamenteux et les traitements chirurgicaux. Les traitements médicamenteux, c'est les alpha-bloquants comme le Flotral, le Xatral, etc. et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase comme Chiproposcar et autres, ou la combinaison des deux. Ils ont l'avantage d'être non invasifs, c'est normal parce que c'est un traitement médical, mais ils présentent des effets secondaires et leur efficacité est limitée parce que un traitement médical de l'adénome de prostate est efficace pendant 3, 6, 1 an jusqu'à 3 ans. Souvent, après 3 ans, on passe au traitement chirurgical ou à l'embolisation prostatique. Pour les traitements chirurgicaux, il y a la résection transurétrale de la prostate et la dénomectomie qui sont efficaces, mais ils nécessitent une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire la rachianesthésie ou une anesthésie générale. Il comporte un risque de complications hémorragiques, urinaires et sexuelles. L'hémorragie peut être péropératoire ou post-opératoire. Urinaire, c'est l'incontinence urinaire, et sexuelle, c'est le dysfonctionnement érectile et l'éjaculation rétrograde. Ces 3 dernières complications, c'est-à-dire le dysfonctionnement érectile, l'éjaculation rétrograde et l'incontinence urinaire, sont intolérables et insupportables dans notre contexte marocain. Les hommes refusent l'incontinence urinaire et ils refusent le dysfonctionnement érectile et ils refusent l'éjaculation rétrograde parce que l'éjaculation, c'est un moment de plaisir, de joie et d'extase. Lorsqu'il y a une éjaculation rétrograde, il se transforme en un moment de stress et d'angoisse et il approfondit les troubles sexuels.
Revenons au traitement médicamenteux, parce que ils ont des effets secondaires. Je voudrais les énumérer, parce que, chers consoeurs, chers confrères, vous, en tant qu'omnipraticien, c'est l'omnipraticien qui prescrit le traitement et qui fait le suivi. Et parmi les éléments du suivi, c'est la recherche d'effets secondaires. Pour les alpha-bloquants, il y a l'hypotension orthostatique, la rétroéjaculation, la fatigue, les céphalées, les vertiges et la somnolence. Pour les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, il y a le dysfonctionnement érectile, la gynécomastie et les troubles de l'humeur qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Pour le traitement chirurgical par la résection transurétrale de la prostate, c'est le traitement chirurgical de référence. Vous voyez, d'abord on lubrifie l'urètre par la xylocaïne gel, on introduit le résécteur comme vous voyez sur cette vidéo. Le premier temps il est exploratoire, on explore l'urètre et la prostate. Vous voyez ici les joues de la prostate qui sont hypertrophiées et le verrue montanant qui est un repère anatomique très important, parce qu'en aval de lui il y a le sphincter strié et qu'on ne doit pas réséquer. Après le temps exploratoire, on passe à la résection. On commence par la résection du lobe médian, comme vous voyez, et bien sûr, tous les copeaux de résection sont adressés à l'anapathe. Regardez que la résection transurétrale, elle est très hémorragique. Il y a des capillaires prostatiques qui giclent le sang. Il faut faire une bonne hémostase et malgré ça, le risque hémorragique post-opératoire est toujours présent. Maintenant, on passe au lobe droit. On est en train de réséquer le lobe droit et le lobe gauche. Regardez le saignement, les capillaires et les vaisseaux et les artérioles qui giclent le sang. Après ça, on met en place une sonde prostatique. Après avoir lubrifié l'urètre, on introduit la prostate prostatique. Il a la particularité d'avoir 3 voies. Voilà, on va maintenant la bloquer par le ballonnet, par 5 cc de sérum salé, parce qu'à l'intérieur de la vessie, maintenant, il y a un bolet qui bloque la sonde. Regardez le sang, les urines que ramène la sonde sont hématiques. On va placer l'irrigation. Les urines que ramène la sonde prostatique commencent à s'éclaircir et le malade, maintenant ils sont clairs, et le malade sera hospitalisé pendant 2 à 3 jours. Ablation de la sonde 5 à 7 jours après l'opération. Ici, c'est la dénomectomie, c'est la chirurgie classique. On fait une incision suspubienne, on écarte les muscles de la paroi pelvienne, on décolle le péritoine et on ouvre la vessie, on introduit la main de la vessie et par le doigt, on fait l'extraction et l'exérèse de la prostate hypertrophiée. Elle aussi, elle est très hémorragique et elle expose au risque urinaire et sexuel, à savoir l'incontinence urinaire, le dysfonctionnement érectile et l'éjaculation rétrograde. Maintenant, on passe à la nouvelle innovation, c'est l'embolisation prostatique. Le Maroc est le 2e pays en Afrique qui dispose de ces techniques thérapeutiques après l'Égypte. Elle consiste à injecter des microparticules dans les artères prostatiques afin de réduire le flux sanguin et provoquer une diminution progressive du volume prostatique. Elle entraîne une amélioration progressive des symptômes urinaires 10 jours à 3 mois après l'embolisation prostatique.
Avant l'embolisation, on fait un bilan pré-thérapeutique. On fait l'évaluation clinique. On a déjà parlé de l'évaluation clinique et surtout le toucher rectal. On fait un bilan biologique, l'urée et la créatinémie et l'imagerie, l'échographie. On a déjà parlé de l'échographie et l'angioscanner. L'angioscanner, il est fait avec coordination avec le radiologue. Il fait l'angioscan qui va nous donner une feuille de route pour pratiquer l'embolisation prostatique. Grâce à l'angioscan, on a une image 3D de l'anatomie artérielle du pelvis et de la prostate et on saura l'angle de raccordement des branches et des artères et aussi la naissance des artères, à savoir l'artère iliaque primitive, l'artère iliaque interne et l'artère prostatique. Où on fait l'embolisation prostatique dans une salle de cathétérisme qui est un bloc technique où l'on dispose d'une table radiologique et d'un arthroscopie et d'un matériel spécialisé, c'est-à-dire des cathéters qu'on appelle aussi des sondes vasculaires, des microcathéters et des guides. Sur cette photo, vous voyez le consommable d'une embolisation prostatique. On a la xylocaïne pour faire l'anesthésie locale. Et là, je vous informe que l'embolisation prostatique, il se fait sous anesthésie locale. Il n'y a pas de rachianesthésie, il n'y a pas d'anesthésie générale. Donc, tous les hommes qui ont des problèmes cardiovasculaires ou qui ont des problèmes de santé qui doivent éviter l'anesthésie générale ou la rachianesthésie, l'embolisation prostatique est une bonne indication. Nous voyons aussi des sondes vasculaires, des guides, des microcathéters. La voie d'abord. La voie d'abord pour avoir accès artériel. La voie classique et la voie universelle, c'est la voie fémorale. Pourquoi on choisit la voie fémorale? Parce que l'accès est plus direct et plus court. On fait moins de temps pour atteindre l'artère prostatique parce qu'elle est notre objectif. Parce que notre objectif est d'obstruer l'artère prostatique droite et l'artère prostatique gauche. Mais une seule voie d'abord, généralement on prend la voie fémorale droite, il suffit pour atteindre l'artère prostatique droite et l'artère prostatique gauche. Pour l'artère prostatique droite, on passe de l'artère fémorale, on fait monter la sonde jusqu'à l'artère iliaque interne et puis dans l'artère prostatique droite. Pour l'artère prostatique gauche, on fait monter la sonde vésicale jusqu'à la bifurcation aortique et on passe dans l'artère iliaque primitive gauche et puis vers l'artère prostatique gauche. Donc, il y a une seule voie, une seule ponction, il n'y a pas d'incision, il n'y a pas de suture, il n'y a pas de cicatrice et aussi au niveau de la voie fémorale, le calibre des artères est important. Les temps opératoires, on fait une asepsie de la région inguinale droite, une antibioprophylaxie au triaxon 2 grammes en IVD, une anesthésie locale à la lidocaïne ou à la xylocaïne, une ponction rétrograde de l'artère fémorale commune droite et on met en place un introducteur. Ceci, on va le voir après sur un cas clinique. On fait monter ensuite une sonde vasculaire dans l'artère fémorale jusqu'à l'artère prostatique. On fait une angiographie qui nous donne une carte de route et on pousse la sonde jusqu'à l'artère prostatique. On fait la même chose du côté gauche. Après l'embolisation prostatique, les suites habituelles, c'est-à-dire dans les 5
à une semaine après l'embolisation, le malade peut faire des brûlures mictionnelles qui sont dues à une inflammation de l'urètre prostatique ou une pollakiurie qui est due à une inflammation du plancher vésical ou une fièvre qui peut aller jusqu'à 39 degrés. Mais cette fièvre, elle n'est pas d'origine infectieuse. Elle est due au passage dans le sang des cellules prostatiques nécrosées parce qu'on a arrêté la vascularisation de la prostate. Aussi, le malade peut avoir une hémospermie, mais qui disparaît après 2 mois. L'hémospermie, le malade vient dire que je présente un sperme rouge ou brun. Bien sûr, après l'embolisation, 4 heures après l'embolisation, le malade quitte la clinique avec une ordonnance qui comprend 3 médicaments, un corticoïde comme anti-inflammatoire, un IPP pour protéger la muqueuse gastrique et un paracétamol comme antalgique. Après l'embolisation, bien sûr, on ne va pas laisser le malade dans la nature, il y a un suivi médical, on le convoque après 1 mois, on commence par l'interrogatoire, bien sûr, on demande 2 choses, comment est le jet et concernant la pollakiurie nocturne, il se lève comment? En général, les malades, jusqu'à présent, maintenant, on fait dans notre centre de la prostate, on fait l'embolisation depuis 5 années. Plus de 90% des cas sont satisfaits. On fait la débiométrie, comme je vous ai dit au début, la débiométrie c'est le meilleur élément pour faire le suivi de l'embolisation prostatique. Si la débiométrie est supérieure à 10 ml le premier mois, c'est bien. Avec le temps, dans la consultation après 3 mois, les choses vont être bien. Et bien sûr, l'ordonnance qu'on a donnée au malade doit arrêter les médicaments 15 jours après. Embolisation prostatique, les indications. Les indications, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate avec symptômes modérés à sévères. Ça veut dire, quelle que soit la sévérité des symptômes, pour lesquels les traitements médicaux sont insuffisants, inefficaces ou mal tolérés. Aussi, l'embolisation prostatique est indiquée en cas de rétention aiguë d'urine. Le malade fait une rétention aiguë d'urine et il est sondé. C'est une affection bénigne. Le malade a le temps pour choisir l'option thérapeutique qu'il veut. Donc, chez nous, à Marrakech, on reçoit des malades de toutes les villes du Maroc, de Tanger jusqu'à Dakhla et de Oujda jusqu'à Rabat. Parce que le malade a le temps de choisir le choix thérapeutique qu'il veut. Et l'élément qui pousse les malades à venir faire l'embolisation prostatique, c'est tous les hommes veulent préserver leur vie sexuelle. C'est-à-dire, ils refusent le risque de dysfonctionnement érectile et d'éjaculation rétrograde. La 3e indication, c'est ce que je viens de dire, lorsque les patients souhaitent éviter une intervention chirurgicale invasive pour préserver la vie sexuelle parce qu'ils savent, d'après mon expérience, je pratique l'urologie depuis 35 ans, les hommes marocains, ils savent tous que après une chirurgie de l'adénome de prostate ou une résection transgénitale de la prostate, ils auront l'éjaculation rétrograde et le dysfonctionnement érectile et l'incontinence urinaire. Ils n'ont pas étudié ceci à l'université, mais ils discutent entre eux et ils chuchotent entre eux leurs problèmes de santé. Donc lorsque un malade vient qui présente un adénome de prostate, il sait très bien ce qui lui attend.
L'embolisation prostatique, quels sont les spécialistes qui peuvent pratiquer l'embolisation prostatique? L'embolisation prostatique est un traitement multidisciplinaire qui peut être pratiqué par les radiologues interventionnels qui sont formés aux techniques endovasculaires, les urologues qui connaissent bien la pathologie et les indications, et les chirurgiens vasculaires qui ont une expertise en cathétérisme et en embolisation. Mais l'important est la collaboration entre les différents spécialistes avec une sélection rigoureuse des patients. Le rôle du médecin généraliste. Le rôle du médecin généraliste est essentiel. C'est lui qui reconnaît les symptômes urinaires liés à l'adénome de prostate. C'est lui qui fait le diagnostic de l'adénome de prostate et exclut le cancer de la prostate. C'est lui qui prescrit le traitement médical. C'est lui qui assure le suivi clinique et la tolérance des médicaments. C'est le médecin généraliste qui contrôle le PSA. Le PSA doit être contrôlé une fois toutes les 2 années chez tous les hommes à partir de 50 ans et pour les hommes de couleur et les hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate doivent faire le PSA à partir de l'âge de 40 ans. Le médecin généraliste adresse le malade à l'urologue en cas de problème. Il faut sensibiliser sur l'existence de l'embolisation prostatique comme alternative validée scientifiquement et que ce traitement existe au Maroc. Comme conclusion, l'embolisation prostatique est une révolution thérapeutique pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Elle complète l'arsenal thérapeutique existant avec une approche moderne et mini-invasive. J'invite les confrères à informer leurs patients et à collaborer pour améliorer la qualité de vie des malades. Maintenant, vous me donnez 2 minutes s'il vous plaît. Je voudrais présenter un bon cas. Un cas clinique, c'est très intéressant. Maintenant, ça, c'est un homme de la région de l'Orient qui a un adénome de prostate. Il a 64 ans. Il a été suivi par un traitement médical. Après 3 ans, le traitement médical est devenu inefficace. Son médecin traitant lui a proposé une résection et il sait que la résection, avec la résection, il court le risque de complications sexuelles, à savoir le dysfonctionnement érectile et l'éjaculation d'âne. Il est venu à notre centre pour l'embolisation prostatique. Au début, on ponctionne l'artère fémorale. Vous voyez le sang gicler et on introduit l'introducteur à travers lequel on fait monter la sonde vasculaire qui est sous contrôle de la scopie. Vous voyez maintenant en bas la sonde et qui monte, il atteint l'L4, c'est là où il y a la bifurcation. Moi j'ai l'habitude de commencer par le côté gauche. Maintenant la sonde, on la pousse dans l'artère iliaque interne. Ici, pour identifier l'artère iliaque interne, le guide est déjà dans l'artère iliaque interne, suivi de la sonde prostatique jusqu'à l'artère vésico-prostatique. Dans l'artère vésico-prostatique, on va faire une pacification pour s'assurer qu'on est bien dans la prostate. Parce que si on est dans un autre organe, on risque de le nécroser. On est bien ici dans la prostate.
le micro-4 est dans la prostate, à l'intérieur de la prostate même, donc on est sûr, quand même, on va s'assurer, on va injecter un produit, voilà, on l'a injecté, on est dans la prostate est opacifiée. Malheureusement, je n'ai pas de pointeur, je voulais vous montrer ça. Maintenant, on va injecter l'embosphère, qui sont des microparticules qui obstruent l'artère prostatique. Voilà, maintenant, on l'injecte. L'embosphère, elle est mélangée avec le produit de contraste pour qu'on suive bien son itinéraire. Ici, l'artère prostatique avec ses deux branches, une supérieure et une inférieure, on évite d'emboliser la branche inférieure parce que de cette branche naissent des artères qui vont vers le gland et vers l'urètre et il y a risque de nécrose de ces deux organes. Voilà. Maintenant, on va ajouter l'embosphère parce que la stagnation n'était pas complète. Voilà. On va injecter. Regardez, il y a un retour. Ça veut dire qu'il y a stagnation. Le produit de contraste passe dans les autres branches pelviennes. Encore une fois, une autre vérification, il faut qu'on vérifie bien que l'embolisation a été totale. Regardez le retour en haut. Voilà, on va passer de l'autre côté, c'est la même chose. Une dernière diapositive, s'il vous plaît. Voilà, une dernière diapositive pour exprimer ma gratitude au président et aux membres de l'association des médecins de Fidam al-Sultan pour cette belle opportunité de partage. Et pour vous, mes chers consoeurs et confrères, je vous dis merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.